Et puis, pendant longtemps, on a raisonné comme les Grecs, jusqu'au jour où, au XVIIe siècle, XVIIIe, au XVIe siècle, XVIIe siècle, on a inventé le microscope. Et l'inventeur du microscope, le Vanouk, a regardé dans le microscope un objet aussi étrange que le sperme humain. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Des petites bêtes qui naviguaient beaucoup, qui avaient une grosse tête et une longue queue. Il a appelé ça des homoncules, des petits hommes. Nous, on appelle ça des spermatozoïdes. Mais il donnait raison aux Grecs. Ça prouve bien que le bébé est tout fait dans le spermatozoïde. Et il a dessiné des spermatozoïdes avec à l'intérieur de la tête un petit bébé tout recroquevillé qui arrive à tenir là-dedans. Bon, naturellement, peu de temps après, on a regardé ce qu'il y avait dans le corps féminin, on a trouvé des ovules, et certains mauvais esprits ont dit le bébé, il a quand même plus de place dans un ovule que dans un spermatozoïde, ça doit être chez la mère que le bébé se fait, et on s'est disputé entre ovistes et spermatistes. Jusqu'au jour où enfin on a compris qu'ils avaient tort tous les deux, et celui qui a compris, c'est un moine qui s'intéressait aux petits pois, et qui par hasard a découvert les fameuses lois de Mendel. Or, il ne s'en est même pas rendu compte de ce qu'il découvrait, il a découvert l'essentiel de l'affaire, c'est que les deux géniteurs, que ce soit des petits pois ou que ce soit des hommes ou n'importe quoi chez les êtres sexués, ce qui se passe d'essentiel, c'est que les deux géniteurs se coupent en deux en n'envoyant que la moitié de ce qu'ils avaient reçu. Ça, c'est extraordinaire. Personne n'y avait pensé. Ce qu'a découvert Mendel, c'est que le petit pois mâle et le petit pois femelle, si je puis dire, eh bien, se coupent en deux. Et que l'essentiel du mécanisme de la procréation, ce n'est pas les détails que vous connaissez bien quand on s'y met à deux pour s'arranger, pour que les deux gamètes se ressemblent. Oui, bien sûr, pour nous, ça a beaucoup d'importance, mais du point de vue logique, c'est très anecdotique, ça ne compte pas. L'important, c'est ce qui se passe quand on se coupe en deux, quand on se divise. Et c'est au fond le fond de l'erreur des Grecs, c'est qu'ils disaient un être indivisible, un individu, étant indivisible, ne peut pas avoir deux sources. Eh bien, la vérité, c'est que nous avons deux sources et que nous sommes des dividus. Moi qui vous parle, je suis un dividu. Je me coupe en deux quand je veux faire un enfant. Et comment est-ce que je fais ça? Ben, je fabrique des petits êtres intermédiaires qu'on appelle les spermatozoïdes. Et pour les faire, je tire au sort toutes les informations que j'avais reçues, moitié de mon père, moitié de ma mère, et j'envoie à ce spermatozoïde l'information paternelle, à celui-là la maternelle, etc. Je mélange tout et je tire au sort, je mets le hasard dans le coup, elle en fait autant avec ses ovules, et le résultat, c'est qu'on fait n'importe quoi. Et c'est ça l'essentiel, c'est de penser que j'aime bien avoir en face de moi des petites filles, des petits garçons, je leur dis, tu vois, toi, tu es n'importe quoi, je saurais tout de tes parents, je ne saurais pas grand-chose de toi, puisque ce qu'ils ont fait, c'est de tirer au sort. Et dans une collection fabuleuse. En effet, prenons le spermatozoïde, puisque je suis du sexe mâle, quand j'ai voulu faire un spermatozoïde, quand je veux encore, je me dis, tiens, pour ABO, à celui-là, je vais envoyer le B que j'ai reçu de mon père, ou le O que j'ai reçu de ma mère. Et pour le résus, à celui-là, j'envoie le résus plus de mon père, et celui-là, le résus moins de ma mère. Et chaque fois, je multiplie par deux les possibilités. Donc, le nombre de spermatozoïdes, tous différents, que je pourrais faire, c'est 2 multiplié par 2, par 2, par 2, disons 1000 fois. 2 à la puissance 1000, disent les mathématiciens. Regardez dans le dictionnaire ou dans la petite calculette, ça fait un nombre de 300 chiffres. Fabuleux, des milliards de milliards de milliards. Et pour le faire comprendre à mes élèves, quand j'étais en médecine, je leur disais aux garçons, vous pourriez avoir envie de mettre dans une valise la collection complète de tous les spermatozoïdes que vous pourriez faire. Ça pourrait être un argument de séduction vis-à-vis d'une demoiselle. Regardez, dans cette valise, il y a des spermatozoïdes de toute beauté que je suis absolument seul à pouvoir vous fournir, ce qui est vrai. Alors, problème de certificat d'étude, sachant qu'un spermatozoïde, on en met 10 millions dans un millimètre cube, quelle serait la taille de la valise? Problème de certificat. Et le résultat est fabuleux. Imaginez cette salle qui est grande. Dans cette salle, il y a beaucoup de millimètres cubes. Hein. Dans chaque millimètre cube, vous mettez bien serré 10 millions de spermatozoïdes. Ça en fait, ça en fait. Bien, la valise, elle serait beaucoup plus grande. La valise serait beaucoup plus grande que l'espace dans lequel il y a les galaxies. Allez ce soir, puisqu'il va faire beau, on vient de voir ça. Allez regarder les étoiles. Imaginez les espaces inouïs, bien plus grands que tout ce que vous pouvez imaginer. Remplissez ça de spermatozoïdes, et vous en mettez, j'ai fait le calcul, 10 puissance 98. Mais moi, je peux en faire 10 puissance 300. C'est autrement plus.
Et comme naturellement elle fait autant avec ses ovules, chaque fois qu'on veut avoir un enfant, on tire au sort un de mes spermatozoïdes derrière la galaxie d'Andromède, un de ses ovules derrière n'importe quoi, et on fait un enfant avec ça. Évidemment, on est surpris du résultat. On ne peut pas ne pas être surpris. Alors, l'important, c'est que cette technique-là, l'essentiel, et ça devrait être dit et redit, c'est que ça crée du neuf à tous les coups. Parce qu'effectivement, la probabilité de tomber sur le même, quand j'utilise deux de mes spermatozoïdes, ils sont toujours différents. Et par conséquent, c'est une machine à faire du neuf, à faire de l'inattendu, à faire de l'étrange, et de temps en temps à faire du raté, du pas comme tout le monde, effectivement. Mais qui est comme tout le monde? Évidemment personne. Et vous voyez que on n'insiste jamais assez sur ce qu'a apporté cette procréation. S'y mettre à deux pour en faire un troisième, ça a tout changé. Et comme ça dure depuis 1 milliard d'années, à force de faire du n'importe quoi, on a fait de l'étrange. Alors on a vu des poissons, par exemple, qui ont fait des petits, et les petits sont allés se promener sur la plage. Finalement, veux-tu bien rentrer, on est la risée des voisins, etc. Après ça, les serpents se sont mis à voler parce qu'il leur était venu des ailes, et puis etc. Et puis un jour, un primate est tombé des branches, c'était un de nos grands-parents. Autrement dit, ça fait du n'importe quoi parce que ça explore tous les possibles. Quelquefois dans une exploration qui est douloureuse, qui ne colle pas, il y a des impasses, et puis ça recommence. Mais l'important, c'était de comprendre cette diversification qui, nous semble-t-il, est le résultat de l'invention non seulement de l'ADN, qui a été une révolution nécessaire, qui date de 3,5 milliards d'années, mais surtout de la révolution de la procréation. Et songez qu'actuellement, dans les facultés de médecine, on leur enseigne encore la reproduction humaine. Et je me mets en colère en leur disant, mais les humains ne savent pas se reproduire. En tout cas, tant qu'on n'a pas fait des clones, tant qu'on n'a pas fait comme M. Raël, il prétend faire des clones, nous, on ne sait pas se reproduire. Heureusement, on sait procréer. Et par conséquent, quand vous parlez de la reproduction humaine, vous parlez d'un processus qui n'est jamais utilisé, sauf quand on fera des clones. Alors du coup, on est devant une réalité biologique qui est avant tout la différence en permanence. D'abord, il y a la différence entre les sexes, puis etc. Et puis peu à peu, à cause de cette différence permanente, il y a eu cette évolution qui n'est pratiquement plus remise en cause par personne depuis que Darwin nous l'a expliqué. Évolution qui a fait apparaître au fond n'importe quoi et qui de temps en temps a fait apparaître des espèces qui un beau jour ont disparu. Et puis il y a eu des poissons, des oiseaux, il y a eu des primates, il y a eu nous. Nous, qu'est-ce qui nous est arrivé? Il nous est arrivé, au départ, d'être un peu mal fichus pour des primates. Un primate, c'est fait pour vivre dans les branches. Nous, on n'en est pas capable parce que nos pattes arrière n'agrippent pas les branches, on n'a pas ce qu'il faut. Par conséquent, on a, souvenez-vous de tout ce que nous raconte Yves Coppens, on a été capable, comme on était plutôt mal fichus, de se réfugier dans la savane. Et là, les autres primates ne nous ont pas suivis parce qu'ils ne savent pas se mettre debout. Et on a eu notre évolution à nous, à peu près tranquille, depuis 4 ou 5 millions d'années. Il y a 5 millions d'années qu'on s'est séparés des chimpanzés. Et puis dans cette savane, il n'y a pas longtemps, il y a 1,5 million, 1 million d'années, nous sont arrivés des malheurs épouvantables qui auraient dû même, signer la fin de l'espèce humaine.